Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera donc aujourd'hui sur la maîtrise de la qualité opérationnelle avec le Lean et le Six Sigma. Alors aujourd'hui, donc déjà je vais me présenter brièvement. Donc je suis Camille Lambert, je suis chargée de projet marketing au sein d'Ixel Group et du coup la session sera animée aujourd'hui par deux de nos consultants. Tout d'abord Eric Vernis qui est consultant senior et master black belt Lean Six Sigma. Et vous avez également Cyril Bourgeon, qui est manager et Black Belt Lean. Voilà. Alors, brièvement, sachez que vous pourrez poser vos questions tout au long de la session, donc via le petit module de conversation que vous avez, donc en haut, la petite bulle. Les questions, on prendra 15 minutes à la fin pour y répondre. Et si vous avez des questions faciles d'accès, on pourra peut-être y répondre au fil de la webconférence. Ensuite, pour le confort de tous, vous avez peut-être vu, vos micros sont coupés. Donc voilà, pour toutes les questions, il faudra vraiment vous orienter vers le chat. Et on vous demande également, s'il vous plaît, de couper vos caméras parce qu'aujourd'hui, on a une session avec pas mal de participants. Donc pour les personnes qui ont un petit peu moins de connexion Internet, c'est mieux d'avoir les caméras coupées. Donc merci d'avance pour ça. En ce qui concerne les slides et le replay de la webconférence, vous recevrez un mail normalement lundi avec tous ces éléments. Alors brièvement, je vais vous présenter la société XL. Alors, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis plus de 30 ans et nous avons une antenne à Paris, à Grenoble et à Rennes. Et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, c'était une petite présentation brève. Je ne vais pas en dire plus. Et je vais maintenant laisser la parole à Cyril et à Eric. Et je vous souhaite à tous une très bonne webconférence. Bonjour à tous, je suis Eric Vernis, donc je suis chez XL depuis un certain nombre d'années maintenant, et je suis formateur principalement et consultant majoritairement en Six Sigma. Donc moi, je m'occuperai de la partie Six Sigma de cette présentation, et mon collègue Cyril qui va se présenter peut-être brièvement. Cyril, tu te présentes en 2 mots, tu veux, et je me présente après. Moi, je suis chez XL depuis 4 ans. Je suis essentiellement sur la partie Lean et accompagnement de projets en entreprise. Et donc, on va vous parler un petit peu de qualité, mais de qualité opérationnelle. Voilà, alors c'est pas la qualité au sens normatif du terme, c'est vraiment comment faire en sorte d'avoir des produits qui satisfassent mieux les clients, et puis au-delà de ça, pas seulement l'aspect purement qualité, mais des délais qui soient plus satisfaisants, un service qui soit plus satisfaisant. Bref, on va un petit peu au-delà de la vision traditionnelle de la qualité. Voilà, bon, pour ma part, je travaille avec XL depuis presque 20 ans, je crois. Pratiquement, j'ai fait ma carrière dans l'automobile en qualité, amélioration continue, méthode, et je suis tombé dans la marmite de l'amélioration continue tout petit, ce qui explique peut-être le profil. Voilà, alors je vais vous présenter rapidement le sommaire de cette webconf. Donc Cyril va vous parler d'abord de la philosophie, hein, c'est bien le vendredi matin comme ça à cette heure-ci de philosopher un petit peu, donc philosophie du Lean, et le Lean et le Jidoka. Ensuite, il parlera également de tout ce qui est standard. Pour faire de la qualité, il faut commencer par poser des bases, donc décrire ce qu'il faut faire, donc d'où cette notion de standard. Et on verra que malgré tout, malgré la mise en place de standards, eh bien, il reste des sources de variabilité dans les processus, et ces sources, les premières en tout cas, peuvent être réduites, résolues par des outils simples, hein, des outils, disons, du Lean, entre guillemets, hein, c'est le paragraphe 4 là, qui est ici. Et puis on verra que si on veut aller un petit peu plus loin, parce qu'il y a parfois des sources de variabilité qui résistent à l'intuition simplement, ou aux approches simples, eh bien, il faut déployer une approche un petit peu différente, et c'est là qu'on parlera d'approche Six Sigma, pour finir par mettre en évidence les différences entre Lean et Six Sigma. Donc voilà pour le programme de cette webconf, et puis je vais laisser la parole à Cyril pour la première partie, donc philosophie du Lean et Jidoka. À toi l'ami.
Alors, bonjour à tous et à toutes. Et donc, on va commencer par se rappeler quelques bases. Finalement, le Lean, l'excellence opérationnelle, c'est quoi? En fait, c'est se rappeler qu'on va se centrer sur la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, je vous rappelle, finalement, c'est ce que votre client est prêt à payer. Est-ce qu'il est prêt à mettre 1 euro pour ce qui se passe sur votre terrain d'activité? Terrain d'activité, entre parenthèses, qui est autant dans le service que dans l'industrie, que dans la construction, peu importe votre terrain de jeu. La valeur ajoutée, c'est toujours ce que votre client il est vraiment prêt à payer. Ou moi j'aime bien dire aussi, est-ce qu'il serait prêt à payer tout ce qu'il voit dans notre entreprise? Un des autres grands axes, c'est finalement cette élimination de gaspillage du quotidien, et puis dans un but de simplification des flux. Finalement, toutes ces choses-là, ces objectifs, n'ont qu'un but finalement, accroître la valeur pour les clients, augmenter notre fluidité, la flexibilité, donc finalement l'agilité de l'organisation. Et puis, du coup, tout ça, ça a un but, c'est que ça réduit la longueur du tuyau et donc le délai, le temps de traversée de nos produits, de nos processus. L'excellence opérationnelle, le Lean se base sur 2 piliers fondamentaux. Le premier, c'est le juste à temps, où on va être vraiment dans cette notion de flux et d'accélération de nos processus pour livrer au bon moment et faire en sorte d'avoir le juste nécessaire. Et donc le deuxième pilier, ça va être le JIDOKA. Alors on va éviter de trop jargonner forcément, mais JIDOKA, je pense que c'est important d'en parler, c'est un mot japonais, parce que c'est des choses que vous pouvez rencontrer. C'est quelque part notre production sans défaut, c'est comment faire bon du premier coup. Éviter tout ce qui va être retravail, tous les qu'on va avoir dans l'organisation dans un but de satisfaction du client. Alors, comme l'a souligné Eric, on parle de qualité au sein des produits, de ce que l'on fait, mais aussi en termes dans les processus, de non-qualité dans les processus. Donc voilà, on va retrouver nos deux piliers, le flux d'un côté, le produit de l'autre, avec la conformité. Tout ça au service d'indicateurs de performance autour de la sécurité, en premier évidemment, la qualité qui est présente, et puis du délai et du coût. Donc voilà, tout ça, ces 2 piliers par contre vont se poser sur 2 axes principaux, la chasse au gaspillage permanente et puis la standardisation, parce que finalement un problème n'est jamais qu'un écart entre ce qui se passe et ce qui devrait se passer. Donc ce qui devrait se passer, c'est le standard. Alors on parle des 7 gaspillages, des différents gaspillages que l'on rencontre. Donc ces gaspillages, c'est quelque chose en fait qu'il faut avoir vraiment en permanence à l'esprit. C'est des choses qui, en permanence, quand vous levez la tête de votre ordinateur, alors c'est vrai qu'en télétravail, c'est un peu plus compliqué de voir le terrain de jeu, mais quelque part, c'est qu'est-ce que je suis en train de voir sur mon terrain sur mon terrain? Est-ce que je vois des déplacements, des mouvements inutiles? Est-ce que je vois des attentes? Est-ce que je vois des défauts, des refaire, des rappelés, etc. Est-ce que je vois des gestes inutiles? Dans ce geste inutile, on va retrouver des choses comme l'ergonomie. Est-ce que je vois de la surproduction, c'est-à-dire des choses où on va faire trop ou trop tôt? Est-ce que je vois du stock, du mauvais stock? Alors, le stock en soi est un gaspillage, mais c'est surtout le sous-stock et le surstock. Et puis, des transports de marchandises un peu dans tous les sens. Finalement, ça, c'est nos 7 gaspillages classiques. On appelle ça aussi les 7 mudas. Et puis, il y a un 8e gaspillage qui est aussi un des fondements et une des bases de l'excellence opérationnelle. C'est de ne pas utiliser toutes les compétences que vous pouvez avoir sous la main et de ne pas utiliser
l'intelligence des collaborateurs. Donc, c'est vraiment voir ensemble les différents problèmes. Donc ça, c'est les gaspillages les plus connus. Et puis, dans ces gaspillages, ces MUDA, en fait, on va retrouver d'autres M. Donc c'est pour ça qu'on a un peu les 3 M, rien à voir avec la marque. Hein. Ça va être nos 3 familles de nuisibles. Mais on va retrouver donc les MUDA, hein, ces non-valeurs ajoutées et ces gaspillages. On va retrouver les MURA. Et les MURA, là, on va parler de variabilité, de dispersion dans notre processus. Donc, notre processus qui fait que ça ne se passe pas comme on a prévu, on a de la variabilité autour de ça. Et le 3e M, ça va être les MURI, tout ce qui est un peu irrationnel, excessif, surcharge, les notions de stress, de surutilisation, de sous-utilisation, voilà, c'était ces familles de MURI. Donc ça, c'est en fait, c'est ce qu'il faut qu'on ait en permanence sous les yeux, et notre but à toutes les personnes qui sont en charge d'améliorer les processus, c'est d'aller voir, apprendre à voir ces gaspillages. Une des premières choses de l'excellence opérationnelle, c'est ça, c'est apprendre à voir. Et donc, apprendre à voir, comme je disais tout à l'heure, finalement, c'est voir un écart entre ce qui est normal et pas normal. Donc finalement, je rappelle juste le standard. Le standard, c'est la meilleure façon de faire connue du moment. C'est comme ça qu'on s'est mis d'accord de faire. C'est un standard qui est applicable. Alors, techniquement, pour qu'il soit applicable, il vaut quand même mieux qu'il soit réalisé par les personnes qui font. Ça peut aider à ce qu'il soit applicable. Donc voilà, donc le standard, et donc le standard a un vrai intérêt sur la variabilité. Quand on n'a pas de standard, on va retrouver une certaine variabilité, des fois c'est bon, des fois c'est long, des fois c'est court, ça dépend des personnes, etc. Et dès qu'on va commencer à mettre en standard, on va commencer à réduire, on va commencer à réduire la variabilité. Malgré tout, dans tous les processus, il va rester un petit peu de battement. Et donc, ce standard, c'est la première chose qui va nous permettre de réduire un petit peu la variabilité et les battements qu'on va avoir dans un processus. Ça, c'est un grand classique qu'on dit, ça dépend. Ça dépend, c'est que quand ça dépend, c'est que le standard n'est pas forcément très clair ou partagé. Et je vous rassure, je ne fais aucune différence entre le monde de l'industrie et le monde du service. Dans la tête, je parle à tout le monde. Le standard, c'est la meilleure façon de faire et c'est la règle du jeu. Alors c'est vrai que dans les services ou dans les productions de pièces uniques, c'est un peu plus difficile à standardiser, mais malgré tout, on a quand même un processus, on a quand même un certain nombre d'étapes. Et puis dans un standard, il y a normalement ce qui devrait se passer, et il y a un temps qui est associé à ça. Et donc voilà, donc on va essayer de mettre en place en premier lieu un standard pour se donner notre règle du jeu. Et puis, ce standard, il va évoluer dans le temps. C'est-à-dire un standard, c'est pas figé. Et en fonction de la première étape, vous avez mis votre standard, vous n'avez pas de variabilité, vous avez limité votre variabilité, et là, vous vous rendez compte que votre nominal, finalement, il est en dessous de vos objectifs. Donc là, vous allez faire un processus d'amélioration. Ce processus de transformation va vous ramener un peu de variabilité que vous allez restandardiser, etc. Et donc voilà, finalement, notre amélioration continue, les différents changements font que le standard doit évoluer pour garantir la pérennité, parce que je vous rappelle que, et ça c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de vivre dans mon expérience, c'est que on mène des chantiers d'amélioration, on est content, et on revient 6 mois après, et on se rend compte que quand on fait des mesures, on n'est pas tout à fait revenu au point de départ, mais on est bien revenu en arrière. Et c'est souvent que soit on a oublié d'écrire des standards, soit on a oublié de faire appliquer les standards. Et donc, le standard, ça va vraiment être notre cale de l'amélioration continue, mais c'est ce qui va aussi faire au fur et à mesure de l'amélioration
faire en sorte qu'on va limiter au maximum notre variabilité. Malgré tout, Eric, il reste quand même de la variabilité dans mon processus. On pourrait pas y faire un petit quelque chose? Eh oui, oui, parce que tout ça est bien beau, mais c'est un petit peu comme dans Astérix, il y a encore un peu de variabilité qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Donc il y a des choses, effectivement, de bon sens qu'on peut faire dès le début. Cyril vient de vous en parler, c'est décrire ce qu'il faudrait faire. Alors aujourd'hui, on appelle ça des standards, autrefois on appelait ça des procédures. Le standard va un petit peu plus loin, il dit, voilà, écoutez, c'est la meilleure façon de faire connue aujourd'hui pour obtenir le meilleur résultat en termes de qualité, délai, sécurité, coût. Donc, merci de bien vouloir pratiquer comme cela. Pour autant, c'est un excellent premier pas, mais ça ne suffit pas toujours parce que bien qu'on mette en œuvre et qu'on s'acharne à faire appliquer des standards, eh bien, il y a encore des choses qui nous échappent un petit peu. Donc, c'est ce qu'on va aborder maintenant. On va parler de variabilité dans le schéma que Cyril nous montrait à l'instant. On voit qu'il reste encore un petit peu de variabilité rémanente, même si elle est moins importante après application du standard qu'avant. Ceci étant, il en reste un petit peu. Alors, comment l'aborder? En essayant de faire un petit peu d'introspection, donc en reconnaissant déjà le fait que les sources de variation dans un procédé sont multiples, nombreuses, variées. Hein. Vous savez bien, quand vous posez la question à quelqu'un en lui disant, dis donc, ton rendement, là, c'est quoi ton rendement, par exemple, hein, ou ton délai, ou ton taux de non-conformité, par exemple, et bien souvent, la réponse qui vient derrière, je ne sais pas si ça vous est arrivé de l'entendre, je suppose que oui, c'est ça dépend. Ça dépend. Alors justement, ça dépend de quoi? Alors c'est justement le bon moment pour se poser la question et d'aller un petit peu plus loin que le traditionnel. Ça dépend, devant lequel, basiquement, on reste un petit peu bébête. On se dit, bon, ouais, ok, ça dépend, donc je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire par rapport à ça. L'idée, justement, c'est d'aller plus loin. C'est d'aller plus loin et classiquement, vous voyez qu'on peut imaginer essayer de faire l'inventaire des sources de variation, les choses dont ça dépend, hein, justement, en essayant de les classifier éventuellement en utilisant un diagramme d'Ishikawa, par exemple. Hein. Alors, il porte 10 000 noms, ce fameux diagramme d'Ishikawa, il s'appelle 5e, 6e, arête de poisson, ce que vous voudrez, bref, vous l'avez sous les yeux là, et l'idée, c'est à la fois de faire l'inventaire des sources de variation, qui sont effectivement souvent nombreuses, et puis, deuxièmement, d'essayer de les classifier en différentes catégories, hein, méthodes, main-d'œuvre, matières premières, milieu, machines, mesures, etc. Bon, ma foi, si on affecte telle cause dans telle branche plutôt que telle autre, c'est pas bien grave. Le plus important, c'est d'essayer en équipe de réfléchir aux éléments qui sont impactants sur la performance qu'on voudrait améliorer. Donc, la première des choses à faire, c'est de faire un petit peu l'inventaire de ces sources de variabilité. Et vous voyez que parmi ces sources, il y a une branche là en bas à droite qui s'appelle la mesure. Alors, il y a une trentaine d'années à l'arrière, à mes tout débuts, on parlait de 5e et pas de 6e. Récemment est apparue cette 6e branche qui est la branche de la mesure, en ce sens qu'effectivement, il y a effectivement une vraie variation du processus qui du coup produit des pièces différentes, mais en plus de ça, s'y ajoute une variation qui est liée au système de mesure. Donc c'est ce que je voudrais commenter ici, en ce sens que le système de mesure qu'on utilise pour essayer de voir où on en est, quoi, tout simplement, il a lui aussi sa propre variabilité. On pourrait très bien faire et d'ailleurs on le fait parfois, on pourrait très bien établir le 5e ou le 6e du système de mesure parce que lui aussi est sujet à de la variabilité. Et du coup, en plus de la variabilité qui est effectivement générée par, c'est ce qu'on voit à gauche là sur le schéma, par vraiment le process de production, hein, donc c'est les 5e si vous voulez, et bien s'y ajoute à droite
une variabilité supplémentaire qui est liée au système de mesure lui-même. Alors, je dis volontairement système et pas seulement instrument, parce qu'effectivement, dans un système de mesure, il n'y a pas que l'instrument, il y a des gens qui l'utilisent, il y a des pièces qu'on mesure, c'est un peu la matière première, il y a un milieu environnant, il y a plein de choses qui font que la mesure, elle aussi, va être sujette à des variations. Donc, il y a une partie, effectivement, là, qui est liée pour de vrai aux variations du système de production, et puis s'y ajoute effectivement une variation qui est générée par le système de mesure lui-même. Alors cette variation, on peut l'éclater en plusieurs morceaux. Il y a toute une partie à gauche, là en gris, qui, ma foi, va être prise en compte par des procédures classiques d'étalonnage, hein, étalonnage, calibration, autrement dit, quand vous faites intervenir, si vous le faites, un organisme extérieur, souvent habilité, pour vérifier que vos instruments de mesure ne racontent pas trop de bêtises, c'est à ça que vous vous intéressez. Vous faites de l'étalonnage, de la calibration. C'est ce qu'on voit ici un petit peu à gauche du graphique. Donc ça, en général, c'est pris en compte par des procédures qui existent dans l'entreprise. Du moins, il faut le souhaiter. Et le but est de s'assurer qu'effectivement, l'instrument, globalement, on va dire, est suffisamment juste, hein, pour résumer un petit peu. Mais ceci étant, ces procédures vont s'appuyer sur des étalons, hein, des cales étalons, des poids étalons. Elles vont être réalisées dans des conditions idéales, dans un laboratoire souvent, atmosphère, température régulée, atmosphère contrôlée. On va avoir un technicien en gants blancs qui va vérifier notre instrument de mesure. C'est nécessaire, hein, il faut le faire. Il faut le faire et en même temps, lorsqu'on prend notre instrument et qu'on le ramène quelque part au milieu de notre atelier, eh bien, c'est plus tout à fait la même chose, hein. La température n'est pas forcément super régulée. On n'a pas vraiment affaire à un technicien en gants blancs. Peut-être on a affaire à Marcel qui a franchement autre chose à faire que de faire de la mesure. Il ne mesure pas des pièces étalons, Marcel, il mesure des vraies pièces. Bref, ceci pour dire que le système de mesure, on doit effectivement l'étalonner, le calibrer, c'est nécessaire, mais ce n'est pas forcément suffisant pour garantir le fait que dans vos conditions réelles d'utilisation, sur vos vraies pièces, avec vos vrais opérateurs, eh bien, rien ne garantit que ça donnera un résultat suffisamment satisfaisant. Donc, vous voyez, on va porter une attention particulière à la mesure et notamment, on va s'intéresser à cette partie qu'on appelle répétabilité, reproductibilité. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Donc, on a des méthodologies en place pour valider le fait que une fois sur le théâtre des opérations, hein, sur le lieu de travail réel, hein, le Gemba comme on dit, eh bien l'instrument de mesure malgré tout donne des résultats suffisants, peut-être pas parfaits, mais en tout cas suffisants pour nous permettre de comprendre et de lire les variations. Okay, donc il y a vraiment une attention particulière qui est apportée au système de mesure. Alors, juste une petite parenthèse, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça donne un système de mesure qui ne serait pas parfait? On pourrait l'illustrer comme ça, en fait. Supposons là, dans le graphique de gauche, supposons qu'on a mesuré une centaine de pièces en utilisant un instrument qui est parfait, entre guillemets, à supposer qu'il existe. Vous voyez que le résultat est un histogramme, on pourrait dire une gaussienne peut-être, je ne sais pas, en tout cas qui va présenter une certaine variabilité. Vous voyez que les mesures ici sont relativement proches, relativement peu dispersées. Qu'est-ce qui se passe si on utilise un vrai instrument de mesure avec de vrais opérateurs dans des conditions d'utilisation qui ne sont pas parfaites? Eh bien, pour ces mêmes pièces, on pourrait tout à fait imaginer obtenir le résultat qui est ici sur le graphique de droite. C'est-à-dire qu'en fait, le résultat, c'est une dispersion qui est aggravée. C'est-à-dire qu'en fait, sans qu'on s'en rende forcément compte, le système de mesure va ajouter sa propre variabilité à la variabilité intrinsèque du processus de production. Et donc toute la question va être dans un premier temps de savoir quelle est l'importance de cette augmentation de variabilité. Et donc on va essayer de
s'interroger là-dessus en Six Sigma, en essayant de mesurer l'impact de la variabilité du système de mesure, de sorte à s'assurer qu'il n'est pas trop variant et qu'il va pouvoir donner des résultats suffisamment satisfaisants. Bien, du coup, la première chose qu'on va essayer d'identifier en Six Sigma, ce sont ce qu'on appelle des causes spéciales de variation. Alors spécial, c'est un terme un petit peu comment dire, conventionnel, hein, consacré, qui désigne des éléments un petit peu peut-être exceptionnels, pas très courants, pas très communs, mais qui vont de temps en temps provoquer un dérapage, un changement notoire dans la performance. Et ça, c'est la première chose, une fois qu'on s'est assuré de la qualité du système de mesure, qu'on va essayer d'identifier avant d'aller beaucoup plus loin. Alors, pour identifier ces causes spéciales de variation, on n'a pas forcément besoin d'outils très sophistiqués. Et là, je vais laisser la parole à l'ami Cyril, qui va vous présenter quelques outils simples du Lean qui vont permettre déjà de résorber une bonne partie, ma foi, de ces causes spéciales de variation. Tout à fait, parce que une chose importante que tu as redit aussi, c'est d'identifier et donc d'apprendre à voir et détecter ces variations. Alors, les outils que l'on utilise assez classiquement, ils sont de 5 types. On va retrouver, oui, il y a un écho là d'un seul coup, je suis d'accord. Qui a disparu. En fait, il y a un petit écho à chaque fois que vous changez de parole, mais après ça s'enlève. D'accord, oui, il vient de disparaître. Tiens, il y a une question pour toi, tu pourras le prendre tout à l'heure. Tu apprends là tout de suite, Eric. Une cause spéciale, par exemple? Oui, une cause spéciale. Qu'est-ce que c'est qu'une cause spéciale? C'est un événement en général exceptionnel, plutôt rare, qui va se traduire par une différence visible sur la performance. Par exemple, tout d'un coup, à un jour donné, on va avoir un dérapage, c'est-à-dire on va avoir un résultat tout à fait inhabituel, et c'est peut-être dû au fait, je ne sais pas moi, par exemple, qu'il y a eu des conditions météo tout à fait exceptionnelles, je ne sais pas, une tempête, n'importe quoi, ou que tout à coup, le gars qui était d'habitude chargé de cette tâche est absent et que du coup la tâche n'a pas été réalisée. Une cause spéciale, c'est un événement un peu exceptionnel qui va provoquer une différence notoire, visible, sur la performance qui nous intéresse, par définition. Quelque chose d'exceptionnel. Et donc, nous, on va aller capter un certain nombre de causes de variation. Et donc, pour ça, on a 5 outils qui sont un peu simples. Alors, j'ai envie de dire 4 plus simples, parce que la matrice, elle est un peu à part. Le premier, c'est le hockey démarrage. Alors, c'est les choses les plus simples, mais l'idée, c'est d'avoir une checklist de contrôle de démarrage avant de démarrer une production, une étape, une journée de travail, un projet, une saisie. Voilà, donc on reviendra dessus. Le Poka-Yoke, donc le détrompeur, donc qui est un système anti-erreur. Le Andon, plutôt de l'ordre du signal et de l'alerte. Et puis un que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle le bac rouge, où on va poser nos pièces non conformes, nos dossiers non conformes, tout ce qu'on a non conforme, pour les traiter ultérieurement. Et puis le dernier, la matrice d'auto-qualité. Donc on va revenir un peu sur ces différents outils. Et le premier qui est un des plus simples, mais malgré tout, je rappelle une chose importante, dans cette notion de JDoka, il y a ce apprendre à voir. On peut améliorer que ce qu'on mesure et que ce que l'on détecte. Et très souvent, et en production, en processus de production, mais presque encore plus dans les sociétés de services, les personnes compensent énormément de choses. C'est-à-dire que l'opérateur, on a de la chance, on n'a que des opérateurs bien formés, très compétents, et donc ces personnes ultra compétentes qui sont là depuis 20 ans, eh ben, en fait,
quand on analyse un petit peu ce qu'elles font, elles ont un travail standard, puis il y a plein de choses qui ne se passent pas comme prévu, mais que leur compétence et leur expérience fait que, eh bien, on va s'adapter. Elles vont s'adapter, elles vont compenser pour que le système fonctionne. Alors, j'ai envie de dire très bien, le système fonctionne, mais qu'est-ce qu'on a appris de nos gaspillages? Rien. Et derrière, on va avoir toute la complexité qui va apparaître, qui se révèle souvent dans les entreprises, c'est que ouais, mais la personne, moi, je ne peux pas remplacer. C'est trop compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut 20 ans d'expérience, ou alors il me faut 1 mois pour former quelqu'un. Et en fait, c'est des fois pas la tâche en elle-même qui est complexe, c'est la, la résolution de problèmes qu'on demande sans s'en rendre compte aux gens. On leur demande d'être des experts de l'enquête, de la résolution de problèmes, et c'est ça qui fait la complexité de la tâche. J'étais encore cette semaine chez un client où la tâche en soi est très simple. C'est une saisie dans un logiciel. Le temps de cette tâche assez simple, c'est de l'ordre de 3-4 minutes. Mais quand on pose la question, je rebondis sur la remarque d'Eric, ça prend à peu près combien de temps pour faire votre saisie? Oula, ça dépend. Et ça dépend, ça dépend de quoi? Pas de la saisie en elle-même, mais des problèmes qu'on rencontre. Et là, forcément, on demande à quelqu'un qui fait de la saisie d'être un expert. Et d'être un expert de l'enquête, de la résolution de problèmes, qui va permettre de déployer un petit peu tout ça. Donc finalement, un des énormes gains qu'on peut avoir dans les sociétés de services, et je rebondis, les customer service, c'est pour pas le citer, c'était un peu un cas de customer service d'ailleurs, des gens comme ça qui font de la saisie, on leur demande d'être vraiment des experts, alors que finalement on pourrait commencer de détecter quelles sont ces anomalies, ces variabilités dans leur système, dans leur organisation, et progressivement commencer de taper dessus pour les réduire et de trouver des solutions pour finalement accélérer peut-être nos processus de formation et faire en sorte que nos organisations soient plus flexibles à l'acceptation de nouveaux embauchés ou voilà, ce genre de choses. Donc au démarrage, on est vraiment sur classiquement une checklist qui permet d'identifier sur un peu la base des 5M quelles sont les choses que je dois avoir pour commencer mon processus. Alors que ce soit un processus de production où je dois vérifier que j'ai les bons outils, j'ai les bonnes fiches d'instruction, j'ai les bonnes matières, je suis approvisionné, ma machine elle fonctionne, elle est calibrée. Voilà, on a un certain nombre de choses qui me fait dire que si j'ai ces étapes qui sont OK, alors je me mets dans les meilleures conditions pour pouvoir faire mon processus sans être obligé de m'arrêter. Combien de fois on entame un dossier où on va traiter un client et on commence et on se rend compte en plein milieu qu'il nous manque une information. Et donc là, commence le ça dépend. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? La personne, du coup, elle va appeler son interlocuteur du processus amont pour dire, dis donc, il me manque une information, tu pourrais pas me donner la date? Ah, ok, merci. Oh, c'est pas grand-chose. On a passé 2 minutes. Mais bon, finalement, notre processus, qui était un processus de valeur ajoutée, s'est retrouvé morcelé par plein de petites non-valeurs ajoutées, les fameux je rappelle, je refais, je recommence, je relance, qui vont faire que finalement, je ne vais pas pouvoir traiter mon dossier, traiter mon assemblage de A à Z, sans être interrompu par quelque chose. Le OKDEM, il est vraiment là pour ça. C'est vraiment un truc qui est ultra basique, mais que si finalement on le fait, ça gagne du temps. Alors, on est vachement content que les pilotes le fassent avant que nous, on monte dans l'avion. Les procédures de checklist avant décollage, on est très content qu'ils le fassent. Il n'y a pas de raison. C'est vrai que dans nos avions à nous, quand on s'assied à notre chaise de bureau, on pourrait en faire quelques-unes, prendre un peu de graines de ça. Bon, les conséquences sont un peu différentes, mais on est bien content que l'avion ne s'interrompe pas
avant qu'il soit arrivé. Et ben, on pourrait avoir la même réflexion quand on entame une action d'amélioration, une action de travail chez nous. Et voilà, ça, c'est des sources de variabilité. Ça dépend. Et évidemment, à chaque fois que j'ai pas ma pièce, qu'il me manque un document, qu'il me manque une date, qu'est-ce que j'ai fait en cochant en rouge dans mon OKDEM? J'ai appris quelque chose. J'ai appris que 4 fois sur 10, il me manque tel type de document. 4 fois sur 10, il me manque tel approvisionnement, etc. Et donc, à partir du moment où j'identifie, j'apprends, je peux traiter une cause de variabilité. Et avec après le Pareto pour classer donc différentes choses, on va commencer à s'attaquer à un certain nombre de choses. Et là, on commence des choses ultra simples, à commencer à avoir des actions d'amélioration petites, simples, qui vont pouvoir améliorer les choses du quotidien. Et on améliore les choses des opérateurs. Hein. Là, on est vraiment dans le quotidien. Deuxième outil, Poka-Yoke, des systèmes anti-erreur, des trompages, qui va faire en sorte que je vais empêcher soit de créer l'erreur, c'est le fameux, vous savez, les maisons avec les cubes qu'on donne aux enfants, les tout petits, 1 an et demi, où il y a une maison avec des empreintes, avec des étoiles, et puis on a des carrés, l'étoile, le carré ne rentre pas dans l'étoile. Bon, certains y arrivent en forçant beaucoup, mais normalement, c'est pas fait pour. Et donc, on va mettre l'étoile dans l'étoile. Et donc, ça, c'est un système anti-erreur qui va vraiment faire en sorte que je ne peux pas me tromper. Donc, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sous le bouton bleu, alors ça marche à condition de ne pas être daltonien, mais quelque part, c'est ces choses-là qui vont faire empêcher de créer l'erreur. Donc, il faut avoir dans l'esprit que quand on met en place un processus, de se dire, OK, j'ai des gens compétents, mais s'il a fait une erreur, s'il y a eu un dysfonctionnement, c'est parce qu'il a pu faire l'erreur. Est-ce que je ne peux pas mettre un système qui l'empêche de créer des erreurs? Des choses comme ça, même informatiquement, on en a plein autour de nous. Alors, on va avoir toutes les prises USB qu'on ne peut pas brancher dans l'HDMI, hein, ces choses qui nous énervent. Si vous avez le truc aussi pour mettre les prises USB dans le bon sens, voilà, c'est du Poka-Yoke. Mais aussi informatiquement, on rentre un numéro de carte et puis le système vous dit non, ceci n'est pas un numéro de carte. Ah mince, oui, je me suis trompé. Voilà, ce qui évite de débiter sur un mauvais compte, par exemple. Ça nous arrange bien. Ça, c'est des types de Poka-Yoke qui font que ça nous empêche de nous tromper, ou alors, si on se trompe, ça y bloque immédiatement vers nous. C'est pas la banque qui, 2 jours plus tard, nous dit dites donc, vous avez rentré un mauvais numéro. Est-ce que vous pourriez vérifier? Hein, j'ai empêché de créer le problème et j'ai empêché que mon problème passe à l'étape suivante. Là, on est vraiment dans le principe du JDoc. Puis on est vraiment dans l'anticipation, si tu permets, la prévention, plutôt qu'un réflexe souvent trop fréquent, c'est de dire on va mettre des contrôles supplémentaires, mais n'oublions pas que les contrôles ne sont pas de la valeur ajoutée, hein, ça ne rend pas le produit plus beau, donc comment faire en sorte que l'erreur soit prévenue, évitée, anticipée. Alors, je rebondis avec aussi le fil de discussion. J'ai pu, comme ça, pendant que tu es intervenu, j'ai regardé. Évidemment, tous ces outils que je vous présente là font détecter des causes. Hein. C'est vrai que là, mon exemple, j'ai des pièces qui sont à l'envers de Poka-Yoke. La petite photo en haut à gauche, vous voyez, les pièces qui tombent parce qu'elles sont posées à l'envers. OK, ça va bloquer mon problème. Maintenant, derrière, est-ce que je ne pourrais pas réfléchir à pourquoi j'ai des pièces à l'envers? Et ça, c'est la méthode de résolution de problème qu'on verra plus tard. Pour le tertiaire des Poka-Yoke, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Soit c'est dans du logiciel de l'informatique qui va faire qu'on doit saisir une date. Si ce n'est pas le bon format, ça va bloquer. Ou un numéro de commande, il doit avoir 6 chiffres. On en a mis 5, ça va nous débloquer. Mais évidemment, si on n'a pas mis le numéro de commande, ou alors on va avoir des systèmes qui vont vérifier que le numéro de commande correspond au client. Bon, voilà, les Poka-Yoke, on en trouve beaucoup en informatique. Ouais. En tertiaire, c'est vrai que
la confirmation avant de... Ah oui, bah oui. Oui, complètement. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet Poka-yoke? Tout à fait. Ou bien, est-ce que vous êtes bien sûr que c'est du bleu et pas du vert, quoi? On va Ouais. vous demander confirmation à certains moments de votre saisie, par exemple. Oui, complètement. Beaucoup de Poka-yoke informatiques dans le tertiaire. Euh, L'autre chose, alors moi, c'est vraiment des choses que je suis très sensible au pilotage du quotidien et puis au travail sur les opérateurs, c'est le handon. Donc le handon, c'est un signal lumineux qui permet à une personne de dire ah là j'ai un problème et je suis coincé, et donc d'appeler son manager pour dire bah voilà, qu'est-ce que je vais faire, comment je peux débloquer, est-ce qu'il faut que j'arrête de produire. Parce que je vous rappelle, ça ne sert à rien de continuer de produire de la non-conformité, sinon vous avez un processus qui fabrique de la non-conformité. Il vaut mieux s'arrêter, réfléchir et redémarrer. Donc le handon, c'est un signal lumineux pour finalement appeler de l'aide, et à partir du moment où on appelle de l'aide, eh ben on va commencer d'apprendre et de détecter les différentes pourquoi on nous appelle. Et ça c'est des choses qui viennent de l'automobile, mais c'est des choses que j'ai pu mettre dans un service client une fois, c'est-à-dire qu'il y a des opératrices qui étaient au téléphone, en fait, de temps en temps, elles tombent. C'est des choses qu'on trouve dans les call centers aussi. On a un problème et puis on appelle de l'aide parce qu'on commence à dépasser le temps, on commence à avoir un problème et du coup, j'ai une source de variabilité qui est en train d'arriver. Celui-là, le bac rouge, c'est ça. Je suis en train de traiter une saisie, je suis en train d'avoir une pièce. Ça ne se passe pas comme prévu. Je réfléchis, j'essaie de trouver, mais bon, à un moment, j'arrête l'acharnement thérapeutique, je le mets de côté. Je le mets de côté dans mon bac rouge, dans une bannette rouge, dans une zone rouge, ce que vous voulez. Et puis, j'identifie pourquoi. Et là, je vais commencer après de dire, bon, ok, de 11h à midi, je regarde maintenant tout ce qui est dans le bac rouge, si je ne peux pas en récupérer. Ou alors, c'est quelqu'un d'expert qui vient traiter et qui va analyser et puis qui va commencer de réfléchir. Mais ça, c'est un des trucs assez rapides qu'on met en place un peu partout, qui fait gagner vite de la productivité, qui fait vite gagner, comment dire, à limiter le besoin de compétences. Parce que quelqu'un, on lui demande, tiens, tu es intérimaire, toi tu fais de la saisie, dès que tu ne comprends pas, tu mets de côté. Et puis, on va s'attacher à comprendre, mais pourquoi il n'a pas compris? Et une fois de plus, j'apprends. Donc le bac rouge, c'est quelque chose de très puissant en termes de matrice de compétences. Derrière la posture managériale, il y a plein de choses à faire avec cette chose-là. Et derrière, on va commencer à bâtonner, à faire du Pareto et donc de la résolution de problèmes. Et puis, on va avoir cette fameuse matrice d'autoqualité. Donc ça, c'est vraiment un outil qui permet d'aller vers l'autocontrôle, faire en sorte que, là, on a deux exemples. Un problème que j'ai détecté à l'étape 4, sur le poste 4, mais qui aurait dû être détecté ou qui a été créé à l'étape de contrôle. Et puis le deuxième qui est le pire, c'est le client qui me parle de mes problèmes internes. Et ça, c'est un problème qui a été généré, par exemple, à l'étape de stockage. Et donc, cette matrice, elle va permettre d'identifier à quel endroit j'ai détecté mon problème par rapport à l'endroit où il a été créé, et de faire en sorte de remonter mes points de contrôle, peut-être avec des Poka-yoke, pour faire comme le troisième bâton, faire en sorte que au moins je détecte mes problèmes au lieu de création, et puis évidemment derrière, que je les résolve, que je fasse en sorte qu'il y en ait le moins possible. Parce que finalement, les trois règles de la qualité, elles sont simples, hein. C'est à mon étape de processus, je ne reçois pas de non-qualité dans mon processus. À mon étape, je ne crée pas de non-qualité, de non-conformité. Et puis, la troisième chose, je ne transmets pas de non-conformité au processus suivant. Et finalement, toutes les étapes du JDOCAS vont faire que je vais apprendre à détecter ces problèmes pour, ne pas recevoir de non-conformité, ne pas créer et ne pas transmettre. Mais bon, parfois, ça ne suffit pas. Et donc là, il faut retourner un peu plus loin vers le Sigma, parce que malgré tout ça, là, j'ai détecté, j'ai enlevé un grand nombre de variabilités, mais là, des fois, c'est encore un peu plus fin que ça. Et donc là, on a peut-être besoin un peu de Six Sigma. Et donc là, Eric… Yes, oui, effectivement. Donc on reprend un petit peu
Voilà, vous voyez, il y a une espèce de mouvement, d'alternance entre Lean et Six Sigma. Et d'ailleurs, on se demande si c'est vraiment pertinent de chercher à tout prix à faire la distinction Lean ou Six Sigma. Très franchement, moi, je croyais que le Pokayoke, c'était un outil de la qualité, hein. Donc plutôt Six Sigma, mais on m'a dit que c'était plutôt un outil Lean. Donc, à la rigueur, peu importe, hein, on s'en fiche un petit peu. Le tout, c'est de l'utiliser au moment opportun. Comment améliorer un petit peu la situation une fois qu'on a combattu, vous voyez là, ce qui est représenté à l'écran, c'est une carte de contrôle. Donc ça suggère déjà que on mesure, on suit au fil du temps, hein. Là, c'est un suivi chronologique, hein. Vous voyez, l'axe horizontal, c'est l'axe du temps, hein, simplement. Donc dans le temps, on suit l'évolution d'une caractéristique qui nous intéresse. Pour cette caractéristique, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une caractéristique physique de votre produit, ça peut être un taux de performance, ça peut être un délai, ça peut être un coût, ça peut être un taux de réclamation, peu importe. En tout cas, on suit quelque chose qui nous intéresse et on voit qu'au début, là, à l'initial, on a une certaine masse de variations. Vous voyez que les données sont susceptibles, alors pour moi c'est un petit peu petit l'échelle, mais enfin elle varie pas mal, quoi, on va dire. Et puis surtout, on voit que de temps en temps, il y a des points rouges qui s'allument. Alors, ces points rouges, c'est pas moi qui les ai coloriés en rouge, c'est une analyse statistique, hein, basée sur des tests standards qui s'appliquent à ces cartes de contrôle SPC, et ça met en évidence des situations qui sont, on va dire, peu probables. Peu probables, c'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, s'il y a un point rouge qui s'allume, c'est que il doit y avoir quelque chose, ce serait intéressant de chercher ce qui a pu provoquer ce point rouge-là. Et donc là, c'est là qu'on prend en charge pardon, ce qu'on a appelé tout à l'heure des causes spéciales. Au fil du temps, ces causes spéciales, petit à petit, on arrive à les identifier. Et puis, on parvient à une situation là au milieu, finalement, à coup d'outil Lean, quelque part, où on a réduit déjà dans un premier temps la variabilité. Hein, c'est la situation du milieu. Et puis là, on se retrouve avec malgré tout des variations. Et ce qui est embêtant, c'est que à ce moment-là, il n'y a rien de très notoire qui se passe. C'est-à-dire on n'a pas vraiment de signal qui dit, tiens, là, il y a quelque chose d'un peu étrange qui se passe, tu devrais regarder. On a des variations, mais on n'arrive pas à les associer clairement à quelque chose. Et donc, c'est là qu'on a besoin des outils Six Sigma, parce qu'en fait, on va essayer d'associer ces variations qu'on voit là à l'écran au milieu avec les variations de certains paramètres, de certains XI, comme on dit, hein. XI, par XI, on entend quels sont les facteurs qu'on croit être importants sur le résultat. Et on va réfléchir à quels sont les XI qui pourraient avoir de l'influence sur le résultat qu'on veut améliorer. Donc voilà la démarche globale, hein. En général, en Six Sigma, on adopte une démarche en 5 étapes, DMAIC, hein, que vous avez sous les yeux, avec dans un premier temps le besoin d'identifier la caractéristique qu'on veut améliorer, la donnée de sortie qu'on veut améliorer, le Y, on appelle ça le Y, on aime bien les maths, hein. Et puis également, on va essayer de réfléchir, comme je le disais, en utilisant un Ishikawa, aux XI qui peuvent être potentiellement influents. Le fameux, ça dépend de quoi. Derrière, dans la phase mesurée, on va essayer de collecter des données à la fois sur le Y et le X en même temps. Et puis, on va faire une description du Y. On va dire, voilà, finalement, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe exactement, histoire d'être un petit peu factuel et précis. Dans la phase analyse, on va essayer de démontrer qu'effectivement, il existe des corrélations entre tout au moins certaines de ces X et puis le Y qu'on veut améliorer. Donc, on va mettre en évidence finalement les X qui sont réellement influents, on les appelle critiques souvent. Dans la phase innovée, on va se demander comment on va pouvoir amener ces X critiques à leur niveau souhaitable, idéal. Par exemple, je vois que pour obtenir un bon résultat, eh bien, il faudrait que je fasse en sorte d'avoir, je ne sais pas moi, de mettre 2 agents en parallèle sur telle tâche. Comment je fais pour m'organiser pour mettre 2 agents sur telle tâche? Ou bien il faudrait que je règle telle température à tel niveau. Bref, dans cette phase innovée, on va passer au côté concret du projet, à savoir qu'est-ce qu'on fait concrètement pour amener les paramètres qui se sont avérés importants à leur niveau idéal. Et puis enfin, dans la phase contrôlée,
eh bien, on va simplement s'assurer, parce qu'on est en mode projet, on va s'assurer en tant que chef de projet qu'on va passer le relais aux opérationnels du processus, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ce soit eux désormais qui pilotent, qui maîtrisent, qui corrigent le cas échéant les paramètres les plus importants. Donc ça, c'est la démarche des MAIC. Eric, je suis désolé, juste faire gaffe au temps, parce que j'ai mangé un peu de temps. Donc, Oui, oui, ben j'essaie de, oui, non, mais écoute, c'est tout, hein. ouais. C'est pas grave, on va accélérer. Alors, du coup, quelques différences entre le Lean et le Six Sigma pour clôturer cette heure passée ensemble. Quelle différence donc entre le Lean et le Six Sigma? Alors, je suis pas très sûr que ce soit fondamental de les souligner, mais on pourrait quand même souligner quelques caractéristiques. Vous voyez ici dans ce schéma-là, on a à droite un état initial dans lequel on a un délai, par exemple, hein, c'est l'exemple qu'on a pris, qui est de l'ordre de, je sais pas, c'est non, perte opérationnelle, un pourcentage du chiffre d'affaires. Non, oui, d'accord. Bon, peu importe à la rigueur de quoi il s'agit. On a une situation initiale qui est ici, avec une moyenne de 30 et une certaine dispersion, un écart type, je crois, de 3 à peu près. Schématiquement, on pourrait dire que le Lean va s'intéresser à l'identification et à la réduction des MUDA, donc à l'élimination ou la réduction de tâches à non-valeur ajoutée. En général, les actions de type Lean qui vont prendre place au début, hein, du reste, hein, assez logiquement, chronologiquement, vont avoir pour effet de réduire de façon assez spectaculaire, en général, la moyenne. C'est-à-dire que typiquement, les actions Lean en identifiant les non-valeurs ajoutées, en les supprimant, en les réduisant, vont permettre de faire passer cette moyenne, dans l'exemple qui est là du moins, hein, de 30 jours par exemple à une dizaine de jours, je crois. Okay, donc ça, le Lean va souvent provoquer un écart majoritairement sur la moyenne. Bon, c'est un peu schématique, hein, c'est un peu simplifié. Et puis, une fois qu'on n'aura plus en main que des opérations à valeur ajoutée, eh bien, on va pouvoir se questionner sur comment réduire leur variabilité. Et vous voyez les deux petites flèches là, finalement, ce qui va permettre, les outils qui vont permettre de réduire la variabilité, ce sont des outils, entre guillemets, de type Six Sigma. Alors, on pourrait le représenter autrement. J'aime bien ce tableau. Ce tableau, il représente quelques chiffres qui montrent l'impact du nombre d'étapes qui existent dans un processus, d'une part, et puis d'autre part, du niveau, on va dire, alors on appelle ça le niveau de sigma, c'est-à-dire du niveau de performance, du niveau qualitatif du processus, sur le pourcentage de pièces conformes qui vont sortir à l'issue du processus. Et si vous regardez les chiffres, vous allez vous rendre compte rapidement que ben, le niveau de performance, hein, le rendement quelque part, diminue au fur et à mesure que le nombre d'étapes augmente. Et de la même façon, le niveau de performance diminue au fur et à mesure que le niveau de performance, le niveau de qualité de chaque étape diminue lui-même. Alors, comment ça fonctionne? Ben, en fait, la première chose à faire, c'est d'abord d'identifier dans un processus quelles sont les étapes éventuellement inutiles, les étapes à non-valeur ajoutée, et donc de diminuer le nombre d'étapes. Donc, effectivement, il n'y aurait rien de plus stupide que de s'acharner à améliorer une étape qui n'a pas de valeur ajoutée. On est d'accord. Donc, la première des choses à faire, c'est de se demander, bah, cette étape-là de mon process, est-ce qu'elle a vraiment une VA, une valeur ajoutée ou pas? Donc, première chose à faire, simplifier le processus, c'est-à-dire essayer de réduire le nombre d'étapes du processus, hein, rapprocher les postes, enchaîner les opérations, etc., si possible. Et puis ensuite, seulement, ben, une fois qu'on n'a plus en main que des étapes, on va dire intéressantes, à valeur ajoutée, à ce moment-là, on peut essayer de plonger dessus pour voir comment on pourrait améliorer le niveau de qualité de chacune de ces étapes. OK ? Donc voilà un petit peu l'idée. Alors, on a parlé tout à l'heure de sources de variabilité. Une des caractéristiques du Six Sigma, c'est de s'intéresser effectivement aux sources de variabilité plutôt qu'aux causes de non-conformité. C'est-à-dire qu'en fait, là, l'Ishikawa que je vous montrais tout à l'heure, à la base, vous savez, quand on fait de la résolution de problèmes, on cherche les causes qui font que ben, la performance du processus s'avérerait non conforme. C'est-à-dire, en fait, on s'interroge sur les causes de défaut. Qu'est-ce qui fait que je suis dans une situation non souhaitable? En Six Sigma, on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va oublier cette notion de non-conformité.
On va essayer de l'atteindre à terme, mais pour l'atteindre, cette situation de meilleure conformité, on va essayer d'en faire abstraction. C'est-à-dire, plus largement, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait varier mon Y. Le Y, vous savez, c'est la donnée de sortie qu'on veut améliorer. Donc là, l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de s'interroger sur quelles sont les causes qui font varier mon Y. Pas forcément qui le rendent non conforme, hein. Plus largement qui le font varier, le fameux « ça dépend ». Ben oui, justement, bonne question, ça dépend de quoi. Et donc, ça veut dire qu'on va exprimer les facteurs potentiellement influents sous une forme de variable et non pas simplement de situation figée. Par exemple, vous voyez là, vous avez en bas à gauche la température. Alors, la température, moi, ça me va bien. Parce que la température, j'imagine qu'à chaque fois que je fabrique, je pourrais relever la température qu'il fait dans l'atelier pour après essayer d'établir une corrélation entre la valeur de la température et la valeur de ma variable de sortie. Ça me va bien. Par contre, il y a là-dedans, c'est... hop là, excusez-moi. Tiens, il n'a pas apparu. Ok, donc il y a ici d'autres paramètres qui ne sont pas exprimés de façon très utilisable dans une approche Six Sigma. Par exemple, le parc machine est ancien. C'est une variable, ça. Est-ce qu'il y a des fois où il est ancien et des fois où il est moins ancien? Je ne sais pas. Donc il faudrait que je travaille mes paramètres de sorte à pouvoir les exprimer sous forme de quelque chose qui varie. Okay. Donc c'est un petit peu une nuance aussi entre le Six Sigma et le Lean. Une autre nuance, c'est que dans le Six Sigma, on s'appuie sur du factuel, sur des données. Et donc, qui dit données dit que, vous le savez bien, quand vous récupérez des données, quelle que soit leur origine, il y a souvent de gros efforts de nettoyage à faire, hein. Là, on va essayer d'anticiper, de faire en sorte de préparer la collecte de données. Donc, on a des approches, des outils qui permettent d'essayer de définir clairement ce qu'on veut, comment on le veut, qui le fait, à quel moment, etc. D'une part. Et d'autre part, on va aussi prendre la peine de valider le système de mesure. Et là aussi, on a des techniques qui s'appellent RR, qui s'appellent analyse de concordance, pour vérifier que le système de mesure nous délivre des données suffisamment qualitatives, pas parfaites peut-être, mais suffisamment qualitatives dans le contexte pour pouvoir identifier les variations. On va aussi prendre la peine de quantifier, de caractériser aussi clairement que possible la situation de départ et la situation d'arrivée, et on appelle ça souvent film, photo, capabilité. Donc on regarde comment la caractéristique se comporte dans le temps, est-ce qu'elle est stable ou pas, c'est ce qu'on voit dans la partie gauche du graphique, là finalement. Comment elle se distribue, c'est ce qu'on voit en haut à droite, est-ce que c'est gaussien ou est-ce que c'est autre chose? Et puis, troisièmement, quelle est la capabilité, c'est-à-dire comment se positionnent nos données par rapport à ce qu'elles devraient être, par rapport à l'attente client. Donc voilà, on va faire des efforts, en résumé, particuliers sur la mesure. On va aussi utiliser les outils d'analyse et de prédiction adaptés. Alors j'en ai mis quelques exemples pour illustrer, c'est-à-dire qu'on va dépasser l'approche, on va dire, au doigt mouillé ou l'approche intuitive. On va s'appuyer sur ces données pour mettre en évidence, pour quantifier des impacts, hein, quels sont les X, quels sont les paramètres qui influent vraiment sur le Y et quel est de quelle façon est-ce qu'ils influent, est-ce que c'est vraiment impactant ou pas. Et enfin, dernier point, on va aussi évaluer le risque associé à chaque analyse, et ça c'est une originalité du Six Sigma, c'est-à-dire qu'en fait, on va se doter d'outils en s'appuyant sur, en général, des logiciels statistiques qui vont nous permettre d'évaluer, de calculer en fait ce qu'on appelle une valeur de P. Et cette valeur de P, elle mesure dans chaque situation le risque que l'on prend si on prétend que, globalement, tel facteur X est réellement influent. C'est-à-dire si je dis, vraiment il y a une différence entre mes fournisseurs, quand je dis ça, quel niveau de risque je prends? Ce niveau de risque, il dépend notamment du nombre de données, de la quantité de données qu'on a disponible, et du coup, cette indication de valeur de P, elle est précieuse, notamment dans les cas où on dispose de peu de données. Si on a beaucoup de données, on n'a pas trop de doutes. Si on en a peu, des fois, on ne mettrait pas sa main au feu que c'est comme si ou pas comme ça. Donc, ce calcul de la valeur de P, c'est aussi une spécificité du Six Sigma, et c'est quelque chose qu'on va essayer d'établir à chaque fois. Voilà, on est un petit peu pressé par le temps, je vais m'arrêter là. On a essayé de répondre à pas mal de questions en live.
il y en a une, je pense que tu as répondu, mais c'est vrai est-ce qu'il vaut mieux faire du Lean avant du Six Sigma? Je pense que tu as répondu, c'est-à-dire que la plupart des premières actions d'identification et d'action de gros bon sens organisé, on va dire qu'on va appeler ça du Lean. Ouais. Et à partir d'un certain moment où on a commencé de déblayer, d'enlever les principales sources, et là où on va aller encore plus loin, c'est là où le Six Sigma peut être utile. Donc, et puis, l'autre chose que j'ai vu passer aussi dans les questions, c'était quels sont les prérequis pour lancer une démarche de Six Sigma, Eric? Oui, ben en fait, on a toute une grille d'évaluation qui nous permet de juger si tel ou tel projet est éligible ou pas au Six Sigma. Donc, il y a 24 critères, donc je ne vais pas vous les mentionner, mais entre autres, il y a la capacité à mesurer. Si on ne peut pas mesurer, il faut faire autre chose, quoi. Grosso modo, c'est pas une insulte, hein, attention, hein, il y a plein de démarches. C'est une démarche qui nécessite des données, donc voilà, quoi, c'est tout. Il faut la donner. Ouais, ça c'est clair. Il y a d'autres choses aussi, mais enfin, principalement, il faut la capacité soit à récupérer des données existantes, soit à en collecter au titre du projet. Ça arrive souvent d'ailleurs qu'on doit en collecter. Camille, tu reprends. Il me semble qu'on a traité à peu près tous les points. Bah oui, vous avez répondu à tout. Enfin, là, du coup, j'avais noté les 2 questions que tu viens de poser, Cyril. C'est celles que j'avais notées. Je m'étais dit, on essaiera d'y répondre rapidement. Donc, pour moi, vous avez fait le tour et vous avez réussi à répondre un peu à toutes les questions au fil de l'eau. Et il est midi pile, donc c'était pile poil. Du coup, bah, je pense qu'on va conclure là-dessus parce que je vois déjà des personnes qui commencent déjà à quitter la webconférence. Donc on va conclure là-dessus. Du coup, juste, je me permets de vous présenter brièvement les prochaines donc questions qu'on a fait. Voilà, les prochaines dates des webconférences. Vous aurez une webconférence le 18 mai sur l'AIC, la colonne vertébrale de la communication. L'animation à intervalles courts. Voilà, tout à fait, exact. Et le 25 juin, vous aurez une autre webconférence sur le Lean au service de la gestion de projet. Donc voilà, vous pouvez déjà noter ces dates dans votre agenda. Je vais répondre à Frédéric. Alors, tout ce qu'on vient de dire, c'est des choses qu'on décline dans nos différentes formations Yellow, Green et Black, autant Lean que Six Sigma. Donc, n'hésitez pas à aller sur le lien qui est sur ce slide sur le site XL Formation, où vous pouvez voir les différentes formations. Et on peut aussi, bien évidemment, vous accompagner en entreprise pour mettre en œuvre finalement ces actions de transformation chez vous. Tout à fait. Merci à tous, Camille. Merci à tout le monde. Yes, je vais vous mettre dans la conversation le lien justement vers nos formations, comme ça si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et effectivement, voilà, j'avais rien d'autre à ajouter, juste merci à tous pour votre attention et puis merci surtout à vous deux pour cette animation, c'était super. Et puis juste bon appétit à tous, quoi. Plaisir de vous rencontrer en vrai un jour peut-être. Voilà, ouais, espérons. Merci à tous. Okay. Merci à tous, au revoir. Bonne fin de journée, au revoir.